Un menu de mariage énigmatique, une simple citation qui met fin à une vie. Bienvenue dans Contes policiers, je suis votre animateur François. J'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez ce soir. Vos commentaires donnent vie à ce mystère. N'hésitez pas à les poster ci-dessous. C'est parti. C'était le genre de matinée d'été dont parlent les poètes et que les jardiniers redoutent en silence. Trop chaude, trop calme et bien trop parfaite pour durer. Dans le paisible village d'Aldersfield, les roses s'épanouissaient avec une extravagance théâtrale, les abeilles flottaient de pétale en pétale tels des barytons paresseux, et les haies miroitaient de la légère poussière dorée du pollen. La cloche de l'église Saint-Mildred venait à peine de sonner son 9e coup que les villageois commencèrent à se rassembler près du presbytère pour ce qui avait été promis comme l'événement le plus charmant de la saison, le mariage de mademoiselle Cora Hargreaves avec le notaire de passage, mis Edwin Cotton. Les tables avaient été dressées sous un grand chapiteau d'ivoire sur la pelouse de l'église où les nappes blanches flottaient et les couverts en argent scintillaient d'un optimisme empreint. Depuis les haies voisines, des rouges-gorges gazouillaient avec désinvolture, tandis que les femmes d'Aldersfield, coiffées, gantées et scintillantes de perles, se rassemblaient pour assister à la cérémonie et, tout aussi important, pour l'inspecter. Miss Marple, assise 3 rangs en avant, les mains soigneusement croisées sur un sac à main bleu pâle, affichait une expression d'attention discrète. Son regard balayait l'assemblée avec une curiosité douce, captant la nervosité maladroite du frère de la mariée, la perfection soignée des boucles des demoiselles d'honneur et le petit spectacle d'un serveur laissant tomber un verre en cristal juste avant les toasts au champagne. Pour la plupart, ce n'était rien, un tintement insignifiant perdu dans le flot de bavardage joyeux. Mais Miss Marple remarqua la façon dont le verre était tombé, presque comme poussé. Elle releva l'observation sans commentaire. Le mariage s'est déroulé sans accroc, du moins en apparence. La mariée rayonnait d'un éclat naturel. Le marié, bien qu'un peu guindé, affichait un sourire sincère en acceptant les félicitations. Après une généreuse tournée de canapés et de Bordeaux, les invités se sont dirigés vers les longues tables sous le chapiteau pour le déjeuner de célébration. C'est là, au milieu du poulet rôti, du saumon froid, des petits pois à la menthe et du verre de Bordeaux, que le jeu curieux a commencé. Chaque invité a trouvé un menu délicat plié, posé à sa table, en parchemin crème bordé de festons et orné des initiales du couple en relief doré. On murmurait que l'idée venait de la mariée. Une touche personnelle, avait-elle dit, avec une petite surprise à l'intérieur. Effectivement, chaque carte contenait un vers d'un poème ou d'un proverbe écrit à la main, à l'encre sépia. Certaines étaient romantiques, d'autres énigmatiques, et quelques-unes carrément étranges. Madame Diana Hayward, une veuve dynamique et indépendante, a trouvé dans son menu « Un secret gardé trop longtemps devient amer à la lumière ». Elle éclata de rire et le brandit à sa voisine. « C'est vraiment inquiétant, non ? Ça me va à ravir. » Le major Phelps, assis en face d'elle, avait « Celui qui regarde en dit le moins ». Il le regarda avec suspicion en plissant les yeux, marmonnant quelque chose à propos de ces nouvelles modes. La carte de Miss Marple était plus douce. Même le jardin le plus calme cache des racines qui étranglent. Elle sourit faiblement. Le phrasé était étrange, presque littéraire. Mais ce qui la frappa, c'est que toutes les écritures ne correspondèrent pas. Quelqu'un avait écrit plus qu'un simple vers. Quelqu'un avait choisi qui a reçu quelle carte. De l'autre côté de la table, la tante âgée de la mariée, mademoiselle Sibylle Tredegar, était visiblement bouleversée. Son menu lui avait glissé des mains tremblantes. « J'ai besoin d'un instant », murmura-t-elle, et dans un bruit de pieds de chaise et des excuses murmurées, elle quitta le chapiteau aidée par la femme de chambre. Personne ne la pressa. Mademoiselle Tredegar était connue pour ses nerfs fragiles et son imagination débordante. Le déjeuner continua avec ses toasts pittoresques, mais une tension étrange s'était infiltrée dans l'air, délicate, comme le parfum, de la lavande cachant quelque chose d'âcre.
Ce n'est que bien plus tard, après que les invités furent rentrés chez eux, que les banderoles se furent affaissées et que l'argenterie tintante fut rincée dans la petite cuisine de l'église, que la gouvernante du vicaire poussa un cri. Miss Sibylle Tredegar avait été retrouvée morte dans la sacristie. Son corps gisait affalé sur la table de lecture basse, une petite fiole de cristal débouchée à côté de ses gants de dentelle. La cause était évidente, une teinture de laudanum qu'on lui avait prescrite pour ses nerfs, mais cette dose avait suffi à lui ôter la vie. Ses yeux étaient mi-clos, son expression paisible, mais ses lèvres étaient foncées aux commissures, signe peut-être que la paix n'était pas venue en douceur. Dans sa main, toujours serrée malgré ses doigts crispés, se trouvait le menu de mariage plié. À l'intérieur, écrit de la même encre sépia, une ligne que personne d'autre n'avait reçue. La mariée n'est pas la seule à porter du blanc pour une raison. La police fut appelée. On murmura une hypothèse de suicide. Après tout, Mademoiselle Tredegar luttait depuis longtemps contre la nervosité et la mélancolie. Aucun signe de lutte, aucune trace d'intrusion. Mais quelque chose clochait chez Mademoiselle Marple. Ses yeux bleus perçants se plissèrent légèrement lorsqu'elle retourna la carte, constatant avec quelle précision l'encre avait séché, sans tache, sans hésitation. Et surtout, l'écriture n'était pas la même que celle de la carte qu'avait reçue. Quelqu'un avait préparé le message séparément. Quelqu'un savait que Mademoiselle Tredegar le lirait. Quelqu'un avait compté sur son esprit fragile pour réagir exactement comme elle. « Une terrible tragédie », murmura le vicaire bouleversé, « et en un jour si heureux. » Miss Marple inclina simplement la tête. « Oui, dit-elle doucement, ça gâche un peu le gâteau, non ?» Mais son ton, comme toujours, portait en lui des nuances sous sa douceur. Le lendemain matin, Aldersfield vibrait de cette agitation particulière que seule une tragédie enveloppée de dentelle et de lin pouvait inspirer. La place du village, où résonnait habituellement le lent ruissellement des courses et le cliquetis occasionnel d'une charrette de livraison, était devenu un théâtre subtil de regards étouffés et de murmures en coin. La mort de Miss Sibylle, Tredegar, si peu de temps après un mariage et si théâtral dans son exécution, avait suscité quelque chose de plus profond qu'un chagrin ordinaire. Son départ n'était pas seulement une tristesse, c'était une ombre qui s'étendait sur les haies comme sur les tables à thé. Au bureau de poste, Madame Mapplethorpe se pencha par-dessus le comptoir, le front haussé d'un air conspirateur. « Je n'aime pas dire du mal des morts, » dit-elle à personne en particulier, mais ce n'était un secret pour personne que la pauvre Mademoiselle Tredegar avait été délicate. Délicat ou dramatique, murmura Madame Colling, qui était venue sous prétexte d'avoir besoin de timbres, mais qui était visiblement plus intéressée par la collecte d'opinion que par l'affranchissement. Pendant ce temps, juste hors de leur portée, Miss Marple, qui choisissait une bobine de fil à raccommoder dans le panier du mercier, écoutait en silence. Elle n'intervint pas et ne jeta pas un regard dans leur direction, mais elle remarqua le ton, un peu trop enthousiaste, trop entendu, et la façon dont leur voix baissait lorsqu'Edwin Cotton, le marié, passa devant la fenêtre. Il marchait, d'un pas raide, accompagné de son témoin Julian Derwent, un jeune homme plutôt élégant aux cheveux brillants et au regard amusé. Les deux hommes s'arrêtèrent brièvement devant la grille en fer menant au presbytère. Monsieur Cotton était pâle, le teint cireux. Julian parlait avec animation, gesticulant de ses mains gantées. Monsieur Cotton se contenta de hocher la tête. Après avoir choisi et payé son fil, Miss Marple sortit dans le matin, levant son ombrelle pour se protéger le visage du soleil de plus en plus brûlant. Elle se tourna non pas vers la maison, mais plutôt vers la verdure, où subsistaient encore les vestiges de la fête de la veille, des rubans emmêlés dans les haies, de l'herbe rase sous les mâts du chapiteau et une absence flagrante de rire. Elle ne fut pas surprise de trouver l'inspecteur Cray debout près de la porte latérale de la sacristie, chapeau à la main, le visage affichant la neutralité prudente qu'il arborait comme un uniforme.
C'était un homme ordonné en toutes choses, et ses enquêtes étaient d'une rigueur irréprochable. Miss Marple l'avait toujours trouvé plutôt sympathique, mais quelque peu borné, avide de classer les choses trop vite, comme si la vie pouvait être catégorisée comme des livres de bibliothèque. « Bonjour, Miss Marple, » dit-il en la voyant approcher. « J'espère que vous allez bien. »« C'est bien, merci, inspecteur. Mais j'ose dire que le village n'est plus tout à fait lui-même aujourd'hui. Ce ne sera probablement pas le cas avant un certain temps. » Acquiesça-t-il en jetant un coup d'œil à son carnet. « L'affaire semble simple. Une overdose de laudanum. L'apothicaire confirme que mademoiselle Trédegard a récupéré une fiole neuve la semaine dernière. » « En effet, » dit Miss Marple en croisant les mains sur le manche de son ombrelle. « Elle l'utilisait depuis des années, n'est-ce pas? Pour ses nerfs. » « Oui. » Il tourna une page. Une prescription de longue date. Elle parlait souvent de mélancolie. Le vicaire le confirme. Madame Shepley, la gouvernante, dit qu'elle était bouleversée hier matin avant même le mariage. Miss Marple regarda vers le jardin latéral où Miss Trédegard avait été vue quittant le chapiteau. Et pas de mots? C'est aucun. Mais la manière dont elle a quitté la réunion, le vicaire pense que cela évoque une sorte d'adieu. Doucement, silencieusement. Miss Marple ajusta ses gants. Un adieu en douceur, oui, mais avec une énigme serrée dans sa main. L'inspecteur Cray haussa un sourcil. La carte du menu, oui. Le message est étrange. Mais cela pourrait simplement refléter un état d'esprit perturbé. Elle était sujette à des fantaisies débordantes, n'est-ce pas? Elle l'était, admit Miss Marple. Et pourtant, la fantaisie ne se prête généralement pas à une calligraphie précise ni à un timing poétique. Il lui lança un regard noir. « Tu crois que quelqu'un d'autre a écrit le message ?» Miss Marple ne répondit pas directement. Elle dit plutôt « Il me semble significatif que chaque menu porte un message unique. Il implique une réflexion, une attention, une intention. Et pourtant, personne ne semble savoir qui les a écrits. » L'inspecteur fronça les sourcils. La mariée a dit que c'était son idée, mais qu'elle avait demandé l'aide des demoiselles d'honneur. Elle a dit avoir distribué les menus au hasard le matin du mariage. « Oui, » dit Miss Marple d'un ton doux, « mais ce qui est aléatoire, pour une personne peut être tout à fait délibéré pour une autre. » Ils restèrent un moment silencieux, le soleil matinal brûlant les pierres sous leurs pieds. Puis Miss Marple demanda, comme si l'idée lui venait tout juste d'être venue. « Qui a trouvé le corps, exactement ?» La gouvernante, Madame Shepley. Elle allait chercher des bougies. Elle dit que mademoiselle Trédegard aimait souvent s'asseoir dans la sacristie lorsqu'elle se sentait accablée. C'était calme, isolé. « Oui, » dit Miss Marple, « parfaitement isolé. » Après une pause, l'inspecteur ajouta, « Elle avait le menu du mariage dans la main. Il n'y avait pas d'empreinte digitale, mais ce n'est guère utile. La moitié des invités ont touché les leurs pendant le déjeuner. Et la sienne ?» Portait une citation différente des autres, murmura Miss Marple. Quelque chose de voilé, de suggestif. Cray hocha la tête. Oui, la mariée n'est pas la seule à porter du blanc pour une raison. Plutôt directe, non? L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais ses yeux brillèrent. Vivement pointus, en effet. Mais je me demande si c'était vraiment destiné à la mariée. Elle se tourna lentement, son regard dérivant vers le jardin du presbytère où Diana Hayward, la veuve au chapeau-cloche audacieux, était assise la veille. C'était la voix de Diana qui avait porté le proverbe, celui selon lequel les secrets deviennent amers à la lumière. Mais si Miss Marple se souvenait bien, Diana avait été déplacée de sa place juste avant les toasts. C'était un geste désinvolte de la jeune Julia Cotton, la cousine de la mariée. Quelque chose comme vouloir s'asseoir plus près du gâteau. Un autre ajustement qui aurait pu paraître sans conséquence, à moins, bien sûr, que les menus n'aient été placés à l'avance. Miss Marple entama sa lente marche de retour vers Church Lane, passant devant le mur du presbytère et l'odeur roussie des confettis. Elle n'était pas portée sur le drame ni sur les conjectures.
mais quelque chose dans le déroulement de la journée. Qui était assis où, qui recevait quoi, et la rapidité avec laquelle l'après-midi avait basculé vers la tragédie du soir lui disait qu'il ne s'agissait pas d'un simple malheur, c'était un arrangement, et quelqu'un jouait à un jeu silencieux et méchant. Elle prit note d'aller chez le fleuriste plus tard. Le fleuriste avait fait les tables. Peut-être se souviendrait-il de celui qui avait aidé à composer les menus. Elle prit également note de relire le bulletin du village d'il y a 3 mois. Il y avait quelque chose là-dedans, une lettre. À la rédaction anonyme, sur l'hypocrisie qui fleurit sous le lierre. Sur le moment, cela n'avait provoqué que de légers remous. Maintenant, cela tirait sur sa mémoire avec l'étrange persistance d'un fil tendu. Chez elle, Miss Marple s'installa dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre du salon, une tasse de thé fraîche à côté d'elle. Elle sortit un carnet aux pages déjà soigneusement pliées. D'une main délicate, elle commença à noter des noms. Mademoiselle Sibylle Tredegar, décédé Edwin Cotton, marié Cora Hargreaves, marié Julian Derwent, témoin Diana Hayward, veuve, assise à la table disputée, Julia Cotton, cousin, que réorganiser les sièges avant le déjeuner Madame Shepley, la gouvernante a découvert le corps fleuriste, a géré les réglages de la table vicaire, état mental confirmé de la victimelle, traça un trait sous les noms et marqua une pause. Puis, doucement, elle écrivit « Qui savait quelle citation se trouvait à l'intérieur de chaque menu, en dessous de cela, et qui avait à gagner du silence de Miss Tredegar ?» Dehors, une abeille ivre dansait contre la vitre. Hâte, l'intérieur Miss Marple sirotait son thé, et quelque part dans son esprit, un motif commençait déjà à se dessiner. Le fleuriste d'Aldersfield, Merriman Blooms, se dressait au bord de la rue principale, entre le marchand de légumes et la boulangerie désaffectée. Ses vitrines, habituellement ornées de bouquets de lilas ou de compositions florales de saison, affichaient désormais une composition plutôt modeste, un mariage maladroit de lys et d'hortensia sous une bannière légèrement délavée par le soleil sur laquelle on pouvait lire « Félicitations aux heureux mariés ». Quelqu'un l'avait laissé en place malgré le changement soudain d'humeur du village. Miss Marple arriva peu après 11 heures. La sonnette au-dessus de la porte tinta doucement, incitant M. Merriman en personne à surgir de derrière le comptoir. Un homme mince, l'air constamment surpris et ayant tendance à laisser traîner des pétales partout où il allait, l'accueillit avec une sorte de soulagement troublé. « Mademoiselle Marple, bonjour. » Ou enfin, aussi agréable que puissent l'être les matins, vu les circonstances. « Oui, » dit-elle en retirant ses gants. « Quel choc pour tout le monde. Pauvre Miss Tredegar. » M. Merriman poussa un soupir brusque en secouant la tête. Quelle horreur! C'était une cliente régulière, elle aussi. Elle demandait toujours des perce-neige en hiver, disant qu'il lui rappelait ses promesses. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Promis », répéta-t-elle, puis laissa passer. « Je ne vous retiendrai pas longtemps, monsieur Merriman. Je voulais juste vous poser des questions sur le mariage d'hier, plus précisément sur le déjeuner. »« Oh, j'ai mis la main à la pâte, » dit-il avec empressement, la conduisant derrière le comptoir vers une table au fond, jonchée de fils de fleuristes et de pétales abandonnés. La mariée a insisté pour des roses blanches, du lierre et des myosotis en centre de table. Un peu sentimental mais de bon goût. Je les ai arrangés moi-même la veille au soir, et je les ai fait dresser sur les tables tôt hier matin. Avant, l'arrivée des invités. Et les cartes de menu ? Demanda-t-elle doucement. Ah, cela. Il se gratta derrière l'oreille, laissant une tache de pollen dans ses cheveux. Mademoiselle Julia les a apportés vers 20h30. Elle a dit qu'il fallait les placer à côté des serviettes, une par assiette, sans ordre précis. J'ai demandé si elles étaient assignées, et elle a dit non, juste au hasard. Mais tu les as vues? Quelques-unes, oui, plutôt charmantes. Des citations sur l'amour, les jardins, etc. J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais ce n'était pas mon truc. Miss Marple lui adressa un sourire qui avait réconforté les enfants effrayés et les employés perturbés pendant des décennies.
Miss Julia a-t-elle dit si elle les avait écrits elle-même? Non, non. Elle a juste dit que nous, les filles, on aidait toutes. C'est ce qu'elle a dit. J'ai supposé qu'elle parlait des demoiselles d'honneur. Miss Marple émit un son pensif et jeta un coup d'œil circulaire dans le petit cellier. Sur une étagère latérale, à côté d'un séchoir à violettes pressées, se trouvait une feuille de parchemin crème pliée, au bord festonné doré, le même style que celui des menus. Elle la désigna d'un geste. Un reste du mariage. Oh oui, juste un qui a été renversé sous la table. Je l'ai trouvé ce matin en balayant. Il le ramassa et le lui tendit. Encore plié, je n'avais pas regardé à l'intérieur. Miss Marple l'accepta délicatement. Elle ouvrit la carte comme on tourne la page d'un journal intime, révélant une courte inscription à l'intérieur. Dans chaque bouquet, une fleur est cueillie en dernier, peut-être pour une raison. Elle le lut 2 fois, puis le replia. « Puis-je l'emprunter un jour ou 2 ?»« Bien sûr, bien sûr. Prends ce dont tu as besoin. Tu as toujours eu ce don de voir des choses que nous autres ne voyons pas. » Miss Marple le remercia et retourna à Church Lane, la carte soigneusement glissée dans son sac à main. Elle marchait tranquillement, ses pensées mesurées. Ses citations avaient une tonalité particulière, une sorte de symbolisme voilé. Et cette expression, choisie en dernier, s'adressait-elle à quelqu'un qui se sentait négligé? Ou s'agissait-il simplement d'une malice poétique? De retour chez elle, elle ajouta la carte à sa petite pile d'indices. Puis, fouillant dans un tiroir latéral, elle en sortit un ancien numéro du Chronique d'Aldersfield. Elle l'avait noté des semaines auparavant, mais cela lui semblait à présent d'une pertinence toute particulière. En page 6, niché entre l'annonce d'une vente de gâteaux et un avis de disparition de chat, se trouvait la lettre anonyme dont elle se souvenait. Inutile de prétendre qu'Aldersfield est innocent. Sous la lavande et les sourires, il y a des secrets. Certains persistent depuis des décennies, d'autres sont assis sur les bancs le dimanche, avec des gants propres et des histoires plus sombres. Tôt ou tard, le passé ressurgit, soigneusement, plié comme un menu non demandé. À l'époque, elle avait trouvé la métaphore étrangement précise. Aujourd'hui, à la lumière des événements récents, elle lui semblait un présage. Elle tourna la page et commença à relire les annonces de la communauté lorsque son attention fut attirée par un petit élément caché sous la colonne. Naissance et mariage. Correction. Les fiançailles de mademoiselle Julia Cotton avec monsieur Julian Derwen, annoncées précédemment, ont été reportées sine die. Mademoiselle Cotton refuse de commenter. Miss Marple tapota la page du bout des doigts. Julia et Julian. Un couple qui avait semblé presque trop pittoresque, même pour Aldersfield. Les fiançailles étaient attendues, voire présumées, jusqu'à ce qu'elles se terminent soudainement, sans histoire ni explication. Et maintenant, c'était Julia qui avait préparé les menus. Elle décida qu'une promenade jusqu'au presbytère s'imposait. L'épouse du vicaire, Madame Lenton, était connue pour son calme, sa discrétion et sa mémoire vive, une excellente source d'observation silencieuse. À son arrivée, le portail du jardin grinça et Madame Lenton apparut sur le porche, époussetant la farine de son tablier. « Mademoiselle Marple, entrez, s'il vous plaît. Je viens de mettre la bouilloire à chauffer, il y a des sablés si vous en avez envie. » Assise dans le salon, une tasse de thé à la main, Miss Marple commença doucement. « Quelle triste histoire hier. J'imagine que le vicaire est profondément bouleversé. »« C'est vrai, dit Madame Lenton à voix basse. Il a pris la mort de mademoiselle Tredegar personnellement. Elle s'était confiée à lui à plusieurs reprises ces derniers temps, même s'il refuse bien sûr de dire de quoi il s'agissait. Elle était souvent bouleversée. Elle n'arrêtait pas de ressasser de vieux désaccords, des choses vieilles d'années. »« Des désaccords ?» Madame Lenton semblait mal à l'aise. « Il y a une histoire de querelle familiale. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle avait des opinions bien arrêtées. Elle n'approuvait pas le mariage de Cora, je crois. » Miss Marple ne quitta pas sa tasse de thé des yeux. « Pourquoi pas ? Je ne pouvais pas l'affirmer avec certitude. Quelque chose dans l'histoire familiale d'Edwin Cotton.
Ou peut-être était-ce une question d'héritage. Sibyl avait un peu d'argent, mais pas une fortune. Elle avait fait de vagues promesses au fil des ans, des obligations pour ses cousins, des bibelots pour les filles. Et peut-être que toutes ces promesses n'ont pas pu être tenues. Peut-être, dit doucement Madame Lenton. Il y eut un long silence, pendant lequel l'horloge du grand-père dans le hall tic-taqua avec solennité. Puis Miss Marple dit « Je me demande si Miss Tredegar a reçu sa carte de menu avec cet étrange message, ou si quelqu'un a donné ça à elle. » Madame Lenton parut surprise. « Tu ne penses pas que quelqu'un ait voulu qu'elle... » « Je n'en pense rien encore, » dit Miss Marple à voix basse, « mais je me demande combien de matchs ont été joués sous ce chapiteau, et combien de spectateurs. » Dehors, les cloches de Saint Mildred commencèrent à sonner midi. À l'intérieur, Miss Marple se leva et s'excusa gentiment. Il restait encore des visites à faire, des observations à noter. Et toujours des schémas récurrents. Il suffisait de regarder. Dans son sac à main, la carte pliée se blottissait à côté de son carnet comme un murmure attendant encore d'être compris. En fin d'après-midi, l'air d'Aldersfield prenait ce calme propre aux journées d'été, où la brise et la pluie ne se faisaient pas sentir. C'était le genre de chaleur qui enveloppait les jardins de parfum et ralentissait les conversations, sans pour autant les rendre moins vives. Miss Marple, qui ne laissait jamais la chaleur perturber ses pensées, était assise à l'ombre de sa tonnelle rosière, une broderie sur les genoux loin du point de croix. Les fils de son esprit étaient en plus emmêlés, menu et deuil, messages déguisés en poésie. Elle avait décidé de rendre visite à Diana Hayward, la veuve pleine d'esprit qui avait fait tant de bruit autour de son menu de mariage le jour du déjeuner. Diana était une femme au ton assuré et au sens du drame très développé, souvent qualifiée d'excentrique, mais jamais totalement dénuée d'informations. S'il y avait des ragots à glaner, Diana les enregistrait dans sa mémoire et les écrivait entre deux gorgées de thé. Miss Marple la trouva assise dans le jardin de maison Appletree, taillant les fleurs fanées de ses dahlias d'un geste délibéré. Ses gants étaient en résil de la plus haute qualité et son chapeau était davantage un geste théâtral qu'une protection contre le soleil. « Jane, » dit Diana avec une gravité feinte, « vous arrivez pile au bon moment. Je viens de déclarer la guerre à cette malheureuse bande de diables rouges. » Elle désigna les dahlias. Ils sont devenus vraiment vulgaires. La couleur est rarement coupable de son propre placement, dit Miss Marple sereinement. C'est l'œil qui juge. Diana rit. Viens t'asseoir. Je suppose que tu n'es pas là pour des conseils de jardinage. Je demande rarement ce genre de conseils, dit Miss Marple d'un ton doux, acceptant la chaise offerte et le verre d'eau d'orge qui suivait. Mais vous avez tout à fait raison. J'ai eu quelques réflexions au sujet du déjeuner de noces. Ah! Les yeux de Diana pétillèrent. Alors tu l'as ressenti aussi, le froid derrière le soleil. Je l'ai dit à Julian, il est si lassant dans son optimisme, mais je lui ai dit qu'il y avait quelque chose de bien désactivé à propos de tout cela. De quelle manière? Eh bien, dit Diana en se penchant en avant avec délectation, d'abord, je n'ai jamais reçu de véritable invitation. Pas une vraie, du moins. Tout s'est passé de façon assez étrange. J'ai été informé du mariage par un mot glissé sous ma porte, par Julia Cotton, m'indiquant que j'étais attendu et à quelle heure arriver. Très décontracté. Pas de carte imprimée ni d'enveloppe gaufrée. Vous savez comment ces villageoises peuvent être quand elles sentent le raffinement, frivoles jusqu'au désordre. Les doigts de Miss Marple s'arrêtèrent sur le bord de son verre, et pourtant vous étiez assis bien en vue. Oh oui, au premier plan. Près du gâteau, non loin de ma chère vieille Sibylle. J'ai supposé que c'était à cause de mon lien avec la famille Hargreaves. La défunte mère de Cora était une cousine de mon premier mari. Ou était-ce sa cousine au second degré? Peu importe. Je me suis efforcé de me comporter avec grâce, malgré le fait d'être entouré de filles pompeuses et des horribles amis avocats d'Edwin. « Et votre menu ?» demanda Miss Marple. Il portait une citation inhabituelle, je crois. « Diana,
rit de nouveau avec une pointe d'amertume. Un secret trop longtemps gardé devient amer à la lumière. N'est-ce pas un brin mélodramatique pour un mariage? J'ai pensé que c'était peut-être une erreur ou une blague. Cora est plutôt théâtrale. Mais je me demandais... Elle hésita. « Oui, » dit Miss Marple doucement. « Je me demandais si c'était dirigé. Pas nécessairement contre moi, mais contre quelqu'un d'autre près de moi, ou même depuis quelqu'un près de moi. Il y avait une certaine expression autour de cette table. On avait l'impression que les gens parlaient en code, si vous voyez ce que je veux dire. Miss Marple, si. Y a-t-il eu des interactions étranges dont vous vous souvenez? À votre table, peut-être? » Diana réfléchit. Julian Derwen semblait nerveux. Quel contraste avec son air suffisant habituel. Il touchait à peine son saumon et ne cessait de jeter des coups d'œil à Julia. Et elle faisait semblant de ne rien remarquer. C'est toujours ça, Jane, quand on essaie de ne pas se remarquer. C'est plus visible que s'ils se contentèrent de fixer du regard. Miss Marple sirota son verre. J'ai entendu dire que leur fiançailles avait été rompue discrètement. Très discrètement, renifla Diana. On murmure que c'est mademoiselle Tredegar qui désapprouvait, mais Sibylle désapprouvait presque tout, peut-être même l'oxygène. Est-ce qu'elle t'a parlé ce jour-là? Pas un mot. Elle m'a adressé ce genre de hochement de tête qu'on réserve au cortège funèbre, mais je l'ai vu lire son menu très attentivement, presque trop attentivement, comme si elle essayait de lire plus que les mots. Miss Marple laissa passer un court silence, puis « Dites-moi, Diana, avez-vous entendu parler d'un désaccord concernant la liste des invités au mariage? »« Ah oui, » dit Diana en agitant son sécateur comme un éventail. « Il y a eu une pagaille à propos d'un cousin non invité, du côté des Hargreaves, je crois. Cora a refusé de les mentionner. Il s'agissait d'une vieille querelle, mais les détails étaient flous. De vieilles blessures, des bêtises familiales. » Ça arrive. Miss Marple se leva doucement, le visage pensif. « Merci, Diana. Vous m'avez été d'une grande aide. On ne sait jamais ce qui peut arriver. »« Jane, » dit Diana en souriant, « entre tes mains, tout compte. Préviens-moi si jamais je suis empoisonné pendant mon sommeil. Je ne voudrais pas que ça reste sans solution. Je surveillerai de près, » dit Miss Marple, et elle le pensait. De retour dans son salon, elle a enregistré plusieurs notes avec sa précision habituelle. Menu établi par Julia Cotton. Pas de plan de table officiel. Certains invités, comme Diana, n'ont reçu que des invitations informelles. Pourquoi? Lien possible entre le message sur le menu et la réaction de Sibylle. L'attention de Julian Derwen. Les yeux rivés sur Julia. Julia Lévite. Citation de Diane, Trutz, amertume. Celle de Sibylle, Tortins, accusation voilée. Autre message inutilisé, choisi en dernier. Elle fit une pause avant de continuer. La carte de Sibylle a-t-elle été écrite délibérément pour la provoquer ou échangée avant le début du déjeuner? Qui connaissait les prescriptions et les sensibilités de Sibylle? Un coup interrompit ses pensées. C'était le jeune George, le garçon de course du presbytère, qui se tenait maladroitement sur le perron, tenant une enveloppe carrée. « De la part de Madame Lenton, mademoiselle, » dit-il. « Elle a pensé que vous devriez le voir. » À l'intérieur se trouvait une invitation de mariage. Une vraie invitation. Papier ivoire, bord doré, gaufré avec Cora and Edwinelle, était adressée à mademoiselle Sibylle Tredegar, d'une écriture soignée et impersonnelle. Mais quelqu'un avait griffonné une note dans la marge inférieure. Tout le monde n'obtient pas ce qu'il mérite. Certains n'obtiennent que ce qu'on leur donne. Il n'y avait pas de signature. Miss Marple le retourna. Pas d'adresse de retour. Aucune indication de qui l'avait manipulé. Mais quelque chose dans cette main lui était familier. Non pas à cause des cartes de menu, mais à cause d'autre chose. Un vieux mot. Une lettre dans le chronique d'Aldersfield. Elle prit son album, où elle avait découpé la lettre anonyme. Sur l'hypocrisie et le lierre. Elle compara la Pantheresse, le Fleury Giez, la manière particulière signée comme un jugement définitif. C'était la même main,
Quelqu'un à Aldersfield envoyait des avertissements depuis des mois. Quelqu'un avait vu le mariage comme plus qu'une simple célébration. C'était une étape, une opportunité. Et Miss Marple croyait désormais que Miss Tredegar n'était pas morte parce qu'elle était faible. Elle était morte parce que quelqu'un avait compté sur le fait qu'elle ne resterait pas silencieuse. Le lendemain matin, après avoir reçu l'invitation de mariage anonyme adressée à feu Miss Tredegar, Miss Marple était assise à son bureau, l'air posé et réfléchi. Elle avait placé l'invitation et le papier découpé, chronique d'Aldersfield lettres côte à côte, sous le doux rayon de soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle. L'écriture était identique. Ce n'était plus une coïncidence, ni une simple formule astucieuse. C'était une signature, non revendiquée, voilée et délibérée. Et c'était là depuis toujours comme un murmure attendant d'être entendu. L'expéditeur avait eu une intention. S'agissait-il d'un avertissement ou d'une manipulation? L'incertitude persistait. Mais Miss Marple était de plus en plus convaincue d'une chose. La mort de Miss Sibyl Tredegar n'était pas le fruit du chagrin ou de la mélancolie. Elle avait été orchestrée, psychologiquement précisément, et masquée sous les traits d'une tragédie personnelle. Il était temps de parler avec Julia Cotton. Elle savait où elle trouverait la jeune fille, ni au presbytère, ni dans la nouvelle maison de sa cousine, mais dans le jardin isolé d'Ivy Lane, où Julia rendait souvent visite à sa marraine, la veuve Madame Blanche Denby. C'était un coin envahi par la végétation du village, moins visible et moins fréquenté, qui convenait parfaitement à une jeune femme désireuse d'être laissée tranquille après un spectacle social devenu scandale. Miss Marple arriva peu avant midi, marchant lentement sur le chemin de gravier qui menait au portail bas du jardin. L'air sentait le chèvrefeuille et la pierre humide. Elle trouva Julia assise sur un banc blanc sous un sureau, ses gants sur les genoux, le visage pâle et sans sourire. Elle ne se leva pas à l'approche de Miss Marple. « J'espérais que ce serait toi, » dit Julia doucement. « Tout le monde me regarde comme si j'étais en verre. » Miss Marple s'assit à côté d'elle sans la saluer inutilement. « Le verre peut être terriblement tranchant quand il se brise, » dit-elle doucement. Julia esquissa un petit sourire amer. En effet, ils restèrent un moment silencieux. Le vent soufflait faiblement, faisant flotter le bord d'un pétale de rose tombé sur les chaussures de Julia. Puis Miss Marple prit la parole. « Je me demandais ce qu'il en était des menus, » dit-elle, comme si elle commentait la météo. Julia tressaillit. « Bien sûr que oui. Tu les as apportés au fleuriste le matin du mariage. Tu as dit que les demoiselles d'honneur avaient aidé à les écrire. »« Oui. Et ont-ils été assignés, Julia ?»« Non, pas exactement. Je n'en avais pas l'intention. » Elle détourna le regard. « Mais j'en ai quand même organisé quelques-uns. »« Lesquels ?» Julia hésita. « Une poignée. J'en ai écrit quelques-unes, parmi les plus poétiques. Je pensais que ça rendrait le déjeuner plus mémorable, celle de Diana, du pasteur, et même la mienne. Je pensais... » Elle s'interrompit, la voix tremblante. « Et celui de Miss Tredegar ?» demanda Miss Marple à voix basse. Julia pinça les lèvres. « Non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je ne l'ai pas placé non plus. Le sien ne faisait pas partie de ceux que j'ai traités. Je pensais que c'étaient les demoiselles d'honneur qui l'avaient fait. Mais tu n'as pas vérifié ? » ?»« Non. » Sa voix était devenue monotone. C'était un tourbillon ce matin-là. Tout le monde s'habillait, décorait et voltigeait. J'essayais de ne pas pleurer. Je ne regardais pas chaque carte. Tu essayais de ne pas pleurer, répéta Miss Marple. C'était à cause de Julian ? Julia cligna des yeux. Tu sais, alors, je sais que les fiançailles se sont terminées discrètement, que les villageois aiment chuchoter et que pendant le déjeuner, votre visage était celui d'une femme qui essayait de retenir ses mains. Julia se tourna vers elle, ses faux semblants s'effondrant. « Il m'a demandé en mariage par commodité, Miss Marple. C'était juste pour les apparences. Il subissait la pression de son père. Je pensais que je pourrais finir par l'aimer.
Je pensais qu'il pourrait apprendre à s'intéresser à moi, mais j'ai découvert qu'il avait eu une liaison avec quelqu'un d'autre, avant moi, et pire encore, avec quelqu'un de la famille. Dans la famille? Oui. Sa voix se réduisit à un murmure. Cora. Miss Marple resta silencieuse un long moment. La mariée. Julia hocha la tête. Avant, elle et Edwin sortaient ensemble. Julian la voyait, en secret. Ils ont arrêté, du moins c'est ce qu'ils prétendaient. Mais ce n'était jamais, vraiment fini. Et puis soudain, il s'est mis à me courtiser. J'ai trouvé des lettres dans son bureau encore pliées de sa main. Des notes concernant des réunions. J'avais l'impression qu'on m'utilisait pour mettre de l'ordre dans quelque chose qu'il ne voulait pas exposer. Alors tu as mis fin à tout ça. J'ai essayé de le faire discrètement. J'ai dit à Julian que je m'éloignais. Il n'a pas protesté, mais Cora était furieuse. Elle ne voulait pas que ça se sache. Elle disait que ça gâcherait le mariage. Elle ne voulait pas que le village parle, dit doucement Miss Marple. Elle s'est toujours davantage préoccupée de l'image que de la vérité. Et Miss Tredegar, elle savait, murmura Julia. Elle avait deviné. Un dimanche, après la messe, elle m'a coincé et m'a demandé si j'avais la moindre idée de ce dans quoi je mettais les pieds. Elle m'a dit que Cora avait brisé plus d'un cœur et que rien de bon ne sortirait de secrets laissés à l'abandon. Elle m'a conseillé de faire attention. Que les gens comme Julian et Cora, des manipulateurs, ne supportent pas d'être démasqués. Miss Marple posa doucement sa main sur celle de Julia. Et maintenant elle est partie. Je ne voulais pas ça, dit Julia avec férocité, les yeux humides. Je ne voulais pas sa mort. Elle était difficile, certes, mais elle n'a jamais mérité ça. Et maintenant tout le village pense que c'était un suicide. Mais moi savoir ce n'était pas le cas. Elle m'a regardé droit dans les yeux pendant le déjeuner, comme si elle essayait de dire quelque chose. Sa main tremblait quand elle a pris son verre. « Racontez-moi votre conversation avec le fleuriste », demanda Miss Marple. « Vous avez dit que les menus n'étaient pas attribués. Mais quelqu'un a échangé les places à votre table, a déplacé Diana Hayward vers l'avant, n'est-ce pas ?» Julia parut surprise. « Oui, c'était moi. Cora m'a demandé de changer la composition. Elle a dit que c'était mieux pour les photos. Mais elle ne se souciait pas beaucoup de Diana, n'est-ce pas? Non. Elle a toujours dit que Diana se mêlait de tout. » Miss Marple se leva. « Julia, je crois que quelqu'un a soigneusement choisi qui recevait quel message. Les menus étaient censés susciter des émotions, révéler ou semer la confusion, et dans le cas de Miss Tredegar, provoquer. » La voix de Julia tremblait. « Tu crois que quelqu'un lui a envoyé ce message? Je pense que quelqu'un savait que son esprit était fragile, qu'elle pouvait prendre un message cryptique et le relier à ses soupçons. Quelqu'un qui voulait la faire s'effondrer avant qu'elle puisse parler. » Julia se leva également, le jardin soudain trop petit, trop étouffant. « Alors, on a affaire à un meurtrier. »« Oui, » répondit doucement Miss Marple, « mais pas un homme conventionnel. Quelqu'un qui tue par suggestion, par psychologie. » Avec un doux adieu, elle laissa Julia dans le jardin, le sureau projetant des ombres tachetées sur sa robe pâle comme une lumière fracturée à travers un vitrail. 2. Retour chez elle, Miss Marple se tourna de nouveau vers son carnet. Elle y ajouta 3 nouvelles entrées. Julia confirme l'histoire d'amour entre Cora et Julian, fiançailles rompues. Mademoiselle Tredegar est consciente de l'enchevêtrement menu partiellement attribué. Cora a demandé des changements de siège, elle. A entouré une phrase en dessous, le deuil manipulé peut être l'arme la plus mortelle. Le tueur n'avait pas eu besoin de poison dans le thé, ni de violence dans l'obscurité. Il lui avait suffi d'une carte, d'un regard, d'un murmure, et quelqu'un à Aldersfield savait exactement comment écrire les deux. Le jour suivant s'est levé avec un ciel strié d'or pâle, comme si la nature elle-même avait décidé de restaurer la normalité à Aldersfield, même si les gens vivant sous sa douce lumière matinale étaient toujours empêtrés dans l'inquiétude. Au coin de Church Lane, près de l'étroit chemin qui menait à la sacristie,
Miss Marple observait la subtile reprise de la vie du village. Les enfants, quoique calmes, ricochaient au bord de la mare aux canards. L'épicier rouvrait ses portes, fièrement étalé d'une cagette de citron frais, et le vicaire faisait sa tournée, le dos un peu plus raide que d'habitude, ses pas résonnants, d'une tristesse qu'il taisait. Mais sous ce doux rythme de vie, le village bouillonnait. Miss Marple remontait lentement le sentier qui menait au presbytère, avec l'intention de rendre visite à Madame Shepley, la gouvernante qui avait découvert le corps de Mademoiselle Tredegar. De tous les villageois, elle était celle qui avait le plus de liens avec les derniers instants de cette journée étrange et tendue. Et Miss Marple, consciente que les détails les plus cruciaux sont souvent ceux que l'on ignore poliment, espérait que Madame Shepley pourrait lui offrir quelque chose qui avait jusqu'alors échappé. Un geste, un mot, voire un silence. La gouvernante l'accueillit à la porte, les mains encore saupoudrées de farine provenant des scones du matin. « Oh, Miss Marple, entrez, allez. J'ai fait des gâteaux pour me calmer. Quelle horreur, pauvre Miss Tredegar. Elle venait souvent ici. Pour avoir du calme, n'est-ce pas ?» demanda Miss Marple en entrant dans la cuisine chaleureuse. Elle le faisait. Pas souvent, mais quand elle était dépassée. Le vicaire disait toujours que la sacristie était pour elle un lieu de paix. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, le thé versé, le parfum des groseilles et de la noix de muscade persistant. Entre eux, vous l'avez découverte toute seule, dit doucement Miss Marple. Madame Shepley hocha la tête. J'allumais des bougies. Elle était dans le coin le plus éloigné, affalée sur la chaise près du vitrail. Elle avait l'air endormie, au début. Mais ensuite, j'ai vu la bouteille par terre et ses doigts crispés sur le papier plié. Elle n'a rien dit en arrivant. Pas un mot. Je ne l'ai même pas vue entrer. Elle a dû se faufiler juste après le déjeuner. Et avant d'entrer dans la sacristie, avez-vous vu quelqu'un d'autre à proximité? Madame Shepley fronça les sourcils, repensant à ses pensées. Eh bien, maintenant que vous le dites, il y avait quelqu'un près de la fenêtre latérale. L'intérêt de Miss Marple s'accrut. Vous souvenez-vous de qui? Je ne voyais plus très bien. Juste une silhouette, immobile, comme s'ils attendaient quelque chose. Ou observaient. Le temps que je revienne des bougies et que j'aperçoive Miss Tredegar, ils avaient disparu. Un homme ou une femme? Les lèvres de Madame Shepley se tordirent. Plus grand que moi, je dirais. Mince. Ça aurait pu être l'un ou l'autre. Il portait un chapeau. C'est tout ce dont je me souviens. Sa forme comme un chapeau de soleil à large bord. Miss Marple classa soigneusement ce document. Pensez-vous que Miss Tredegar les a vus? Je parie que oui. Elle regardait sans cesse vers la fenêtre, même assise. Je n'ai pas compris sur le moment. Je pensais que c'était son stress. Mais maintenant, ils restèrent assis tranquillement un moment. La bouilloire sifflait doucement et le tic-tac de l'horloge de la cheminée résonnait avec une régularité réconfortante. Est-ce qu'elle avait l'air effrayée? Demanda Miss Marple. Non, répondit Madame Shepley après un long silence. Elle semblait vaincue. De retour dans son salon ce soir-là, Miss Marple alluma sa lampe de lecture et lissa ses notes. L'image d'un observateur silencieux devant la fenêtre de la sacristie la hantait. Quelqu'un se tenait dehors, observant les derniers instants de Miss Tredegar. Quelqu'un qui voulait s'assurer qu'elle lisait cette carte et qu'elle réagissait exactement comme prévu. Elle a de nouveau passé en revue les suspects, les classant cette fois non pas par motif, mais par proximité. Julia Cotton, en détresse émotionnelle, ignorant l'emplacement exact des cartes. Motif possible, mais exécuteur testamentaire improbable. Julian Derwent, présent mal à l'aise. Relations amoureuses avec la mariée et sa cousine. Très soucieux des apparences. Cora Hargreaves, maintenant Cotton, tendance manipulatrice. Disposition des sièges contrôlés. Investissement émotionnel dans le secret. Edwin Cotton. Discret, presque invisible. Avocat de formation. Réservé, doux. Accès possible à la connaissance du laudanum. Diana Hayward.
perspicace, flamboyant, assis près de la victime, sans mobile apparent mais profondément lié au ragot du village. Inconnu, quelqu'un qui a envoyé l'invitation sous une menace voilée, probablement en dehors du cortège nuptial. Miss Marple a entouré le nom de Julian Derwent. Il y avait quelque chose de spécial chez lui. Son absence soudaine des réceptions du village après le mariage, son côté évasif au déjeuner. Il lui avait toujours semblé un homme habitué à manipuler le récit. Elle avait déjà rencontré ce type d'homme, beau, éloquent, mais jamais sincère. Il pouvait charmer à volonté, et il le savait. Mais sous ce vernis, il y avait souvent une certaine inquiétude, un besoin de garder le contrôle par tous les moyens. Elle aurait besoin de le voir. Mais avant cela, elle avait encore un appel à passer. Le lendemain matin, sous un ciel doux et brumeux, Miss Marple se rendit à l'apothicaire du village. C'était une boutique étroite avec une devanture en verre plombé et un léger parfum de lavande, de lin et de craie. La cloche tinta doucement lorsqu'elle entra. M. Lincombe, le chimiste, leva les yeux de son registre. « Mademoiselle Marple, quel plaisir !»« Je me demandais, dit-elle aimablement, si vous pouviez répondre à une petite question, à propos du laudanum de mademoiselle Tredegar. » Son visage s'assombrit à cette mention. « Oui, tragique. Elle a récupéré une nouvelle fiole peu avant le mariage, si j'ai bien compris. En effet, un dosage standard. Elle le prenait depuis des années. La prescription est régulière. 10 gouttes dans de l'eau le soir. Un soulagement. Serait-ce dangereux en plus grande quantité? Certainement. Le laudanum est une teinture d'opium. Il peut déprimer la respiration, surtout chez les personnes fragiles. 30 gouttes peuvent induire le sommeil. 50 ou plus. Et, bien, c'est une autre histoire. Le regard de Miss Marple était calme. Et la fiole trouvée près d'elle était-elle encore pleine? Monsieur Lincombe hésita. Non, à moitié vide. Est-ce que cela correspondrait à une overdose intentionnelle? Il cligna des yeux. C'est possible, ou pas. Je suppose que ça dépend de la tolérance. Miss Marple lui adressa un sourire aimable. Merci, monsieur Lincombe. Juste une curiosité. Elle quitta la boutique et resta un moment sur la place ensoleillée, observant le reflet de la lumière sur les vitrines de la boulangerie, désormais rouverte par de nouveaux propriétaires. Le village se refermait peu à peu, mais Miss Marple savait que quelque chose de plus sombre couvait encore sous la surface. Sibylle Tredegar avait reçu une invitation de mariage portant une note manuscrite inquiétante qui correspondait à une lettre publiée anonymement dans le Chronicle, avait lu un message sur une carte de menu qui avait poussé son esprit fragile au-delà de ses limites. Et quelqu'un avait observé de l'extérieur pour voir tout cela se dérouler. Ce n'était pas impulsif, ceci a été organisé. De retour à la maison, Miss Marple sortit à nouveau la lettre anonyme, passant ses doigts sur l'encre. C'est le style d'écriture qui l'a frappée. Pas seulement l'écriture, mais aussi le phrasé, ponctué, posé, trop réfléchi. Elle repensa à Julian Derwent. N'avait-il pas écrit de temps en temps des articles dans le revue hebdomadaire de Londres? Elle se souvenait avoir vu son nom quelques années auparavant. Des critiques de livres, intelligemment écrites. Trop intelligente, vraiment. Elle a repris, son album a trouvé la coupure. Oui, elle était là. La prose est aussi creuse que les sentiments. Écrivait Julian Derwent dans sa critique d'un mémoire de guerre. Certaines vérités ne se méritent pas. Elles sont exhibées. L'écriture dans la marge est identique. Miss Marple a tracé une ligne ferme sous son nom. Elle avait trouvé son écrivain, mais avait-elle aussi trouvé son meurtrier? Julian Derwent logeait temporairement à Aldersfield, dans la chambre haute de l'auberge de la Rose Blanche, une ancienne écurie aujourd'hui louée aux visiteurs et aux hôtes de passage. Elle était réputée pour son confort modeste et ses planchers grinçants, ce qui convenait parfaitement à Julian. Il passait le plus clair de son temps soit dans la salle de lecture du presbytère, soit à arpenter les bois derrière l'église, carnet à la main, répétant le texte d'une pièce qui, à ce qu'on pouvait en juger, n'existait qu'en théorie. Miss
Marple lui demanda de lui parler cet après-midi-là, sous le prétexte poli de souhaiter discuter de littérature. Il accepta aussitôt, peut-être par vanité ou par simple ennui. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle arriva au White Rose, il était assis dans le petit salon, un livre dans une main et un verre de sherry dans l'autre. « Mademoiselle Marple », dit-il en se levant pour l'accueillir avec son charme instinctif. « Une belle surprise. Je repensais justement à Yeats. Ou plutôt, j'essayais. On perd parfois la concentration en ces temps troublés. »« Tout à fait, » dit aimablement Miss Marple en s'installant sur une chaise en face de lui, même si certains trouvent que la distraction est un refuge utile. « De quoi ?» demanda-t-il en souriant. « Par conscience, » dit-elle en sirotant le thé que la logeuse avait apporté quelques instants plus tôt. Il ne broncha pas. Julian Derwent gardait un sang-froid affûté, même face à l'inattendu. Il se renversa en arrière et poussa un soupir théâtral. « Ah, Miss Marple, vous n'êtes pas ici pour la poésie, n'est-ce pas? J'ai bien peur que non. On m'a dit que vos critiques littéraires étaient autrefois très admirées. D'ailleurs, j'en ai lu une par hasard, revue hebdomadaire de Londres, il y a quelques années, mordant mais éloquent. L'expression « certaines vérités ne se méritent pas » m'est restée en tête. Le sourire de Julian s'estompa une fraction de seconde. Je me souviens avoir écrit ça. C'est drôle, la permanence de l'imprimé. Et pourtant, la même tournure de phrase est apparue récemment dans une lettre non signée adressée aux chroniques d'Aldersfield, dit-elle doucement. L'anonymat, comme la métaphore, est aussi un refuge. Maintenant, le sourire s'évanouit complètement. Tu me soupçonnes d'écrire des ragots de village? Je vous soupçonne de quelque chose de bien plus délibéré. Il se leva et se resservit du sherry. Sa main, remarqua Miss Marple, était ferme. Vous insinuez, je crois, que j'ai joué un rôle dans la mort de la pauvre Miss Tredegar, et le jour du mariage de mon meilleur ami, en plus. C'est une sacrée accusation. Le regard de Miss Marple resta doux. Je n'accuse pas. J'observe. Ce qui, comme vous le savez peut-être, est bien plus dangereux. Il s'approcha de la fenêtre, regardant vers la place. C'est absurde. Peut-être. Mais c'est vous qui avez écrit la lettre anonyme. Celle qui parlait d'hypocrisie et de lierre. Et vous avez écrit le mot sur l'invitation envoyée à mademoiselle Tredegar. L'écriture concorde. Le ton concorde. Et les motivations, tout concorde. Julian se retourna lentement, l'air indéchiffrable. Et quel serait mon mobile, Miss Marple? Qu'aurais-je à gagner à la mort d'une femme âgée, trop sceptique et trop peu délicate? Silence, dit-elle doucement. Mademoiselle Tredegar était au courant pour vous et Cora. Son visage se tordit alors, non pas de rage, mais d'une expression proche du mépris. Elle a deviné, c'est tout. Elle a fait ses petites insinuations, comme toujours. Toujours à observer derrière ce rideau de désapprobation. Ça ne voulait pas dire qu'elle avait raison. Mais elle l'était, dit Miss Marple. Vous et Cora étiez ensemble. Avant Edwin. Et Cora, dans son sens pratique impitoyable, y a mis fin préférant un homme dont la discrétion était aussi précieuse que sa position juridique. Elle voulait un avenir, dit Julian avec amertume. Un avenir qu'elle pourrait contrôler. Avec Edwin, elle joue l'épouse parfaite dans une maison de notaire bien rangée. Avec moi, eh bien, je n'étais pas bien rangée. Miss Marple le regarda attentivement. Mais tu tenais toujours à moi. Il ne répondit pas, mais elle vit la vérité onduler sous la surface de son silence. Et donc, poursuivit-elle, quand Julia a trouvé vos lettres et a rompu vos fiançailles, vous avez été humilié. Cora vous a conseillé de garder le silence, de préserver le mariage, l'image. Et vous l'avez fait, n'est-ce pas? En apparence du moins, mais intérieurement. J'ai écrit la lettre aux chroniques, oui, dit-il soudain, parce que j'étais en colère. Parce que le village avait besoin qu'on lui rappelle que, sous ses banderoles, ses gâteaux et ses cloches, il était encore un lieu de secret. Je n'ai pas cité de nom. Vous avez également envoyé cette invitation à mademoiselle Tredegar, avec vos mots griffonnés dans la marge. Elle l'avait bien cherché, dit-il d'une voix crispée.
Elle faisait chanter les gens avec sa droiture. Incapable de vivre sa vie, elle s'en prenait aux autres. Alors tu as décidé de la pousser, dit Miss Marple. Juste un peu. Je ne l'ai pas empoisonnée. Je ne lui ai pas mélangé de laudanum. Non. Tu n'en avais pas besoin. Tu lui as simplement donné le dernier coup de pouce, une citation soigneusement choisie, placée là où elle seule pouvait la trouver. Il la fixa du regard. Tu n'as aucune preuve. Non, admit Miss Marple. Pas le genre de témoignage qui pourrait intéresser la police. Mais il y a le témoignage du fleuriste, que vous étiez arrivé tôt près du chapiteau, que vous vous êtes attardé près des tables, que vous avez observé Sibylle Tredegar depuis la fenêtre de la sacristie. Son sang-froid vacilla alors. Elle lisait la carte, dit-il. Elle leva les yeux, sans personne, juste au loin, et je le lisais sur son visage, la prise de conscience, la peur. Vous l'avez vue mourir, dit Miss Marple, non sans gentillesse. Je ne voulais pas qu'elle meure, murmura Julian. Je pensais qu'elle allait battre en retraite, s'effondrer peut-être, annuler son projet d'affronter Cora publiquement. Je voulais juste éviter que le mariage ne tourne à la farce. Mais le mariage a eu lieu, dit Miss Marple, et elle est morte. Et maintenant, Cora vit avec un homme qui ne saura peut-être jamais ce qui s'est réellement passé entre et Julia vit avec le doute d'avoir transmis à Sibylle son dernier message. Julian s'assit lentement, le visage impassible. « Vous êtes un homme de parole, monsieur Derwen, » dit-elle en se levant. Mais les mots, une fois lâchés, ne sont jamais inoffensifs. Ils s'incrustent dans les esprits, dans les souvenirs, et parfois ils s'enveniment. Elle le laissa, là dans la pièce silencieuse, le volume de Yeats oublié à côté de sa chaise, le sherry intact dehors, l'air était devenu humide. Le tonnerre grondait faiblement au loin, comme un avertissement. De retour à la maison, Miss Marple a écrit une dernière note dans son livre « Julian Derwen », a rédigé la lettre du Chronicle, le message d'invitation et a déposé le menu. Il a observé mademoiselle Tredegar depuis la fenêtre. Aucune action directe, mais une manipulation psychologique à l'issue fatale. Elle a plié son carnet. Aucune arrestation n'aurait lieu. Julian ne serait pas pendu pour meurtre, mais il vivrait avec la conscience de ce qu'il avait fait et des conséquences de ses paroles. Et à Aldersfield, ce serait une punition suffisante. Dans les jours qui suivirent la discrète confrontation de Miss Marple avec Julian Derwent, l'ambiance à Aldersfield changea à nouveau, cette fois des murmures à la retenue, comme si le village retenait son souffle. Aucune police n'avait été appelée, aucun communiqué officiel n'avait été publié. La mort de Miss Sibylle Tredegar restait dans les annales un suicide malheureux. Et pourtant, parmi ceux qui avaient observé les courants sous la surface, persistait l'impression indéniable d'une tempête qui avait simplement passé sans disperser ses nuages. Miss Marple savait que la vérité n'avait pas encore été pleinement révélée. Julian avait semé le poison par ses paroles, certes, mais même maintenant, l'énigme n'était pas encore complète. Quelqu'un d'autre avait joué le dernier mot. Et cette personne était Cora Hargreaves. Ou plutôt, maintenant, Cora Cotton. La mariée était restée remarquablement silencieuse après la tragédie. Elle et Edwin avaient reporté leur lune de miel, invoquant le respect du deuil familial, et s'étaient retirés dans la modeste maison de Newberry Lane qu'Edwin avait préparée avant le mariage. Rideaux tirés. Les visiteurs s'écartaient, doucement. Mais le silence, Miss Marple le savait, n'était pas une absence. C'était un calcul. Il était temps de faire une visite. Miss Marple arriva en fin d'après-midi, sous un ciel gris ardoise, annonçant la pluie. Cora ouvrit elle-même la porte. Elle paraissait pâle mais pas fragile, parfaitement posée dans une douce robe gris tourterelle et un peigne de perles dans les cheveux. « Mademoiselle Marple, dit-elle avec un sourire forcé, j'imagine que vous êtes venue prendre le thé, mais je crains que nous ne soyons pas très divertissants ces jours-ci. Je ne resterai pas longtemps, lui assura Miss Marple.
Mais j'espérais lui dire un mot, rien que nous deux. Il y eut un silence. Un subtil calcul brilla dans le regard de Cora, puis elle s'écarta. Très bien, entrez. Le salon était bien rangé, pas un seul coussin ne manquait. Un lys, isolé, trônait dans un vase sur le rebord de la fenêtre, déjà fané. Le feu était éteint, mais une légère odeur de bois brûlé persistait, comme si quelqu'un avait tenté en vain de raviver la chaleur. Cora fit un geste vers une chaise. « S'il vous plaît, voulez-vous du thé ?»« Non, merci, » dit Miss Marple en s'asseyant, « mais je ne refuserai pas un instant de votre temps. » Cora s'assit en face d'elle. « Tu as parlé à Julia ?»« Oui. »« Et Julian ?»« J'ai. » Sa posture se redressa légèrement. « Et pourtant, je ne vois pas la police à ma porte. »« Non, » acquiesça Miss Marple. Car ce qui est arrivé à Miss Tredegar, bien que cruel, n'était pas un meurtre au sens juridique du terme. Julian a écrit les mots. Il a placé la carte, mais il n'a pas agi seul. Un long silence suivit. Cora croisa les mains sur ses genoux. « Tu spécules ?»« Je spécule rarement, ma chère. J'observe. » La bouche de Cora se contracta, presque en un sourire narquois. « Et qu'as-tu observé précisément ?»« Que vous avez changé la disposition des tables au mariage, » dit mademoiselle Marple. « Que vous avez demandé à Julia de déplacer la place de Diana Hayward. Mais pas pour les photos. Vous l'avez fait pour vous assurer que mademoiselle Tredegar serait assise là où elle recevrait un message précis. Je n'ai pas écrit cette carte. »« Non, » répondit Miss Marple. « Julian l'a bien reçue, mais vous l'avez remis à Julia ce matin-là, plié dans une liasse de menus, lui indiquant où placer chaque menu. Vous avez laissé le sien à Miss Tredegar. Vous comptiez sur sa sensibilité, sa tendance à interpréter les ombres comme des menaces. Vous n'avez aucune preuve. »« J'en ai assez, » dit calmement Miss Marple. « Assez pour voir ce que tu as fait. » Cora serra les dents. Elle allait tout gâcher. Elle allait se lever à l'église, le jour de mon mariage, et m'accuser de choses qui n'étaient même pas vraies. Elle allait dire que toi et Julian aviez été amants, et que je l'aurais mis de côté dès qu'Edwin m'aurait demandé en mariage, rétorqua Cora. C'est précisément ce qu'elle recherchait à croire. La vieille chauve-souris pensait pouvoir jouer les gardiennes de la vertu du village. Mais elle l'ignorait. Moi, elle pensait pouvoir me faire honte et me faire annuler mon mariage en s'éclipsant dans la disgrâce comme dans un roman victorien. Elle se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, le dos raide. « Je n'allais pas la laisser tout gâcher, » dit-elle doucement. « Ni pour moi, ni pour Edwin. Il ne sait rien pour Julian, et il ne le saura jamais. Julian était une erreur. Edwin, c'est l'avenir. » Miss Marple resta immobile. « Alors tu as pris le message écrit par Julian. Tu t'es assuré que Sibyl le reçoive. Tu n'avais jamais eu l'intention de la tuer, mais tu voulais effrayer elle. Assez pour la faire reculer, pour la faire taire. » Cora se retourna, l'ombre des larmes dans les yeux, mais Miss Marple ne pouvait pas dire si c'était de regret ou d'indignation. « Elle a toujours prétendu être faible, » dit Cora. Mais elle ne l'était pas. Elle était vindicative, cruelle. Elle m'a dit un jour que je lui rappelais sa sœur, sa façon de sourire en retournant le couteau. Enfin, peut-être. Elle avait peur de toi, dit Miss Marple. Bien, murmura Cora. Ils restèrent assis en silence. Dehors, le vent se leva légèrement, caressant les branches du sorbier voisin contre la fenêtre. À l'intérieur, l'air semblait plus lourd. Elle est partie maintenant, dit Cora, plus pour elle-même que pour son invité. Elle ne peut plus me faire de mal, mais elle le peut encore, dit Miss Marple doucement. Parce que tu dois assumer ce que tu as fait. Les lèvres de Cora s'entr'ouvrirent comme pour protester, puis se refermèrent. Miss Marple se leva. Personne ne vous arrêtera. Aucune charge ne sera retenue. Mais votre mari remarquera avec le temps à quel point vous cachez les choses. Il verra où vous vous aventurez. Et Julian, il ne restera pas silencieux éternellement. La culpabilité a une façon de parler. Cora ne la regarda pas lorsqu'elle quitta la pièce. Miss Marple sortit dans la fraîcheur de l'après-midi.
Une goutte de pluie s'abattit sur le bord de son chapeau, suivie d'une autre. Au coin de la rue, elle aperçut Julia Cotton, debout près du portail du presbytère, les bras croisés, le regard indéchiffrable. « Elle le sait », dit simplement. « Julia ?»« Oui, » répondit Miss Marple, « elle l'a toujours fait. Et toi ?»« J'en sais assez, » dit-elle. Julia baissa la voix. « J'ai trouvé une deuxième carte, une qui n'a pas été utilisée. » Miss Marple se tourna vers elle. « C'était dans le sac à main de Cora, » dit Julia. « La même écriture, celle de Julian, je crois, mais avec des mots différents. » Elle lui tendit un morceau de papier crème plié, identique aux autres. Miss Marple l'a ouvert. Certains pétales tombent avant la floraison, mais d'autres sont arrachés, délibérément. Elle le replia avec beaucoup de soin. Encore un message. « Destiné à vous perturber, » dit-elle. « Peut-être était-il destiné à vous, ou à Diana, ou gardé en réserve au cas où. Elle l'aurait utilisé si elle en avait eu besoin. »« Oui, » répondit Miss Marple, « elle l'aurait fait. Il se tenait dans le calme d'Ivy Lane, la pluie commençant à tomber autour d'eux. « Elle s'en sortira, n'est-ce pas ?» demanda Julia. « Légalement, oui, » répondit Miss Marple, « mais pas tout à fait. » Et elle se retourna pour partir, ses pas étouffés par la route mouillée. Dans son salon ce soir-là, Miss Marple glissa la dernière carte dans son carnet et écrivit une seule ligne en dessous. Le jeu n'a jamais été une question de menu. Il s'agissait d'une invitation au silence. Le lendemain matin, une pluie battante tombait sans discontinuer sur Aldersfield, transformant le village en un décor aquarelle de toits d'ardoise, de haies scintillantes et de murmures sourds derrière les vitres ruisselantes. Ce n'était pas un orage spectaculaire, ni tonnerre, ni vent, mais plutôt un temps persistant et détrempé qui adoucissait les pas et approfondissait le silence. Miss Marple, toujours friande d'un ciel clair et d'une pluie régulière, trouvait le rythme de la bruine apaisant. Elle était assise près de sa fenêtre, un châle sur les épaules, son carnet ouvert à côté d'une tasse de thé au lait. Les événements des derniers jours avaient clarifié plus qu'un simple mystère. Ils avaient révélé les contours d'une vérité plus profonde, qui allait au-delà d'une simple mort. Sibylle Tredegar n'était pas morte simplement d'un chagrin soudain ou d'une dose mal dosée de laudanum. Elle était morte de désespoir, semée et cultivée par des mains qui s'avèrent blessées par suggestion. L'arme n'était ni une lame ni un poison, mais quelque chose de bien plus intime, la honte, l'isolement et le souvenir. Et maintenant, les morceaux de cette cruauté étaient mis à nu. Julian Derwent avait manié sa plume comme un scalpel, mais c'était Cora qui avait choisi où couper. Elle avait calculé quel message placer, quel siège déplacer, quelle version de la vérité servirait au mieux ses ambitions. La tragédie n'était pas que Sibylle avait des ennemis, mais que ses ennemis avaient autrefois fait partie de sa famille. Les pensées de Miss Marple furent interrompues par un léger coup frappé à la porte. Elle se leva, ajusta son châle et l'ouvrit. Edwin Cotton était sur le pas de la porte, son parapluie dégoulinant, son manteau trop grand pour sa silhouette frêle. « Mademoiselle Marple, » dit-il en ôtant son chapeau, « j'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, monsieur Cotton. Entrez, s'il vous plaît. » Elle le conduisit au salon et lui offrit du thé, qu'il accepta avec un sourire las. Il s'assit au bord du fauteuil, les mains serrées autour de la tasse. « Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais en venant ici, » dit-il après une pause. « J'imagine que j'avais simplement besoin de parler à quelqu'un qui ne fait pas partie de la maison. » Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Je suis toujours prête à écouter. » Il baissa les yeux vers son thé. « Ça ne va pas très bien depuis le mariage. Le deuil persiste, dit-elle doucement, même quand on n'est pas le seul à avoir perdu un être cher. »« Oui, dit-il, mais il y avait autre chose derrière son regard, quelque chose de scrutateur. Croyez-vous au accident du cœur, Miss Marple, que les gens ne font pas de mal par cruauté, mais par négligence.
Je crois que la frontière entre l'insouciance et la cruauté est plus étroite que nous ne voulons l'admettre, a-t-elle répondu. Il hocha lentement la tête. Cora n'a pas beaucoup parlé depuis ce jour-là. Au début, j'ai cru que c'était le choc. Mais maintenant, c'est comme si elle se cachait derrière son silence. Elle a peur, dit simplement Miss Marple. Edwin leva les yeux. De quoi? D'être vue, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce qu'elle est vraiment. La pluie s'épaississait contre la vitre, tandis qu'Edwin regardait au loin. Il y a une part d'elle, dit-il, qui est comme de la glace sous de la soie. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Mais ces derniers temps, je me souviens de petites choses. Comment elle retournait les disputes, comment elle faisait douter les autres. Et puis il y a Julian. Il s'arrêta. Je lui ai posé des questions à son sujet, dit-il, avant le mariage. J'avais entendu des rumeurs, voyez-vous. Pas de Sibylle, elle ne m'a jamais parlé directement, mais d'autres. Cora a balayé l'information disant que Julian n'était qu'un dragueur ennuyé qui avait un jour confondu admiration et affection. Je l'ai cru. Miss Marple ne l'interrompit pas. Edwin prit une longue gorgée de thé avant de poursuivre. Mais maintenant je me demande si elle essayait de remodeler le passé, de tout remettre en ordre, comme elle met tout en ordre. Et moi, je l'ai laissé faire. Je voulais une vie tranquille, une compagnie fiable. Je ne me suis pas posé trop de questions. « Et tu regrettes ça ?» demanda doucement Miss Marple. Son visage se crispa légèrement. « Je ne sais pas. Je sais seulement que j'ai épousé quelqu'un qui me regarde avec des yeux qui ne se posent jamais vraiment, comme si j'étais un meuble dans la pièce, utile, mais pas indispensable. » Miss Marple tendit la main et lui toucha légèrement le bras. « Il n'y a pas de honte à avoir aimé la personne que quelqu'un prétendait être. » Il hocha lentement la tête. « J'avais besoin d'entendre ça, j'imagine. » Lorsqu'il partit, parapluie relevé, ses épaules semblèrent un peu plus légères. Miss Marple se retrouva avec son thé refroidi et une page de son carnet attendant encore sa dernière note. Mais il ne fallut pas longtemps avant que son prochain appelant arrive. Cette fois, c'était Julia. Elle entra dans une ruée de jupes humides, et la mâchoire serrée, le visage pâle mais déterminé. « Je l'ai confrontée, » dit-elle, sa voix tremblante de fureur contenue. Miss Marple mit son tricot de côté. « Cora ?» Julia hocha la tête. Elle ne l'a pas nié, pas ouvertement. Mais elle a déformé les faits. Elle a dit que Sibylle l'avait cherchée, qu'elle avait toujours voulu une tragédie pour prouver son importance. Elle a dit que Julian était faible, et que cette faiblesse était contagieuse. Elle est intelligente, dit Miss Marple, et cruelle, une combinaison dangereuse. Je m'en vais, dit Julia. J'ai décidé d'aller chez ma tante, dans le Dorset pour un temps. J'ai besoin d'espace, et je ne veux pas rester dans un village qui considère les faux semblants comme une vertu. Miss Marple lui lança un regard approbateur. C'est sage. Julia hésita. Il y a autre chose. J'ai trouvé un autre mot. Celui-ci, il était différent. Elle sortit un bout de papier, taché d'eau sur les bords, l'encre presque floue. Miss Marple le déplia. La vérité n'attend pas qu'on l'invite. Elle arrive, et elle reste. Pas de signature, mais la main était différente, pas celle de Julian. Penchée, élégante, mais moins théâtrale. Je crois que c'était celui de Sibylle, murmura Julia. Je crois qu'elle l'a écrit avant. Le déjeuner et l'a glissé dans son sac à main. Peut-être pour se rappeler qu'elle serait parlée, qu'elle ne laisserait pas Cora gagner. Miss Marple regarda la note, puis la plia doucement. Elle avait l'intention de se lever, dit-elle, de parler, même dans la peur. Julia hocha la tête, mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Non, dit Miss Marple, mais son message est bien arrivé, et il restera. Ils restèrent assis tranquillement un moment, la pluie résonnant doucement sur le toit. Dehors, Aldersfield poursuivait son lent retour à la routine. La cloche du boulanger sonna. Un enfant appela un chien. Un rideau se referma en voletant.
À l'intérieur, Miss Marple ouvrit son carnet et écrivit, d'une écriture soignée, section 9. Le prix du silence n'est pas supporté par les morts, mais par ceux qui les ont mis au défi de le faire. Et puis elle a souligné le nom d'une femme, Cora Cotton, une mariée non seulement vêtue de blanc, mais enveloppée de la ruse des vérités voilées et des menus pliés. Et le match final n'était pas encore arrivé. La pluie était passée. Au matin, Aldersfield se réveilla, rincé et silencieux, les routes lavées, les feuilles noires d'humidité et le ciel d'un gris doux de vieux linge. Une brise fraîche murmurait le long des haies, et la cloche de l'église sonna 10 coups avec une sorte de calme digne, comme si le village lui-même était enfin prêt à expirer. Miss Marple se leva plus tôt que d'habitude. Elle avait peu dormi, son esprit revenant sans cesse sur les derniers développements de l'affaire. Il n'y avait plus de questions à poser, plus de preuves à rassembler. L'affaire était, dans toute sa sombre subtilité, terminée. Il ne restait plus qu'à la réunion finale, silencieuse, personnelle et décisive. Elle prépara un plateau, de thé avec sa précision habituelle, argent poli, morceaux de sucre disposés avec précision, baume d'argiling dans la théière, et belles tasses à motifs floraux disposées en attente. Elle avait invité 3 personnes, Julia Cotton, Diana Hayward et l'inspecteur Cray, et elle avait envoyé une note séparée à Cora Cotton. Julia arriva la première. Elle entra dans le salon avec une grâce discrète, d'un air réservé, mais non diminué. « Je n'étais pas sûre de venir, admit-elle, mais je savais que je le regretterais si je ne venais pas. Je suis contente que tu l'aies fait, dit Miss Marple en lui indiquant la chaise la plus proche du foyer. Puis vint Diana, son chapeau plus théâtral que nécessaire, et un regard déterminé derrière son voile. « Quand Jane Marple demande du thé, déclara-t-elle, on ne décline pas même en présence d'une affaire inachevée. » Et puis, à 10h30 précises, l'inspecteur Cray entra, chapeau à la main, le visage empreint d'une suspicion silencieuse. « Je suppose, dit-il sans s'asseoir, que vous nous avez réunis pour autre chose que des biscuits. » Miss Marple sourit. « En effet, inspecteur, il est des vérités qu'il vaut mieux partager d'un coup. Après tout, les vérités fragmentaires ont tendance à être mal interprétées. » Il venait à peine de commencer à pleuvoir lorsque la porte s'ouvrit à nouveau avec un clic. Cora point, elle entra avec une expression soignée, neutre, posée, comme convoquée à une réunion du comité de charité plutôt qu'à un règlement de compte. Elle portait du bleu marine ce jour-là, les cheveux tirés en arrière en un chignon lisse. Elle ne salua pas les autres, mais s'assit dans un léger bruissement de jupe et une légère impatience. « Je suis venue parce que ton mot parlait de tourner la page, » dit-elle à Miss Marple. « J'imagine que ça nous ferait tous du bien. » Miss Marple croisa les mains. « Oui, commençons alors. » Elle se tourna d'abord vers l'inspecteur. « J'admets que vous avez conclu à juste titre que la mort de mademoiselle Tredegar était un suicide. Du laudanum a été retrouvé à ses côtés. Il n'y avait aucune trace d'effraction, aucune blessure, aucune violence apparente. Et pourtant, je crois qu'il y a eu meurtre, non pas corporel peut-être, mais mental. » Cray fronça les sourcils. « Miss Marple, permettez-moi, inspecteur. » Sa voix restait calme, mais portait la gravité tranquille de l'autorité. Sibylle Tredegar reçut un faire-part de mariage accompagné d'un message cruel et énigmatique. Ce message reflétait ses pires craintes et semait le doute sur une personne dont elle s'était méfiée. La mariée. Elle fit un geste doux vers Cora. Puis, le jour du mariage, on lui a remis un menu chargé d'un autre message. Un message, destiné non pas à un invité mais à elle seule. Il était censé la faire taire. Et c'est ce qui s'est passé. Diana se pencha légèrement en avant. Elle ne m'a pas adressé la parole ce jour-là, mais elle avait l'air perturbée. Je ne pensais pas. Elle était censée se défaire en silence, dit Miss Marple. Et elle l'a fait. La seule personne dont la voix aurait pu perturber, l'image parfaite du mariage a été méthodiquement brisée avant qu'elle ne puisse parler. Cray croisa les bras.
Et vous croyez que ces messages ont été écrits par Julian Derwen? Certains d'entre eux, oui, répondit Miss Marple. Il a écrit la lettre anonyme aux chroniques, le message sur le faire-part de mariage. Il l'admet. Mais il n'était pas le seul à manipuler ces mots. Cora savait ce qu'il avait écrit. Elle a pris ces phrases, recyclées, réorganisées, et a choisi qui les lirait et quand. Elle se tourna maintenant vers Cora, son ton toujours courtois. Vous avez orchestré le placement des menus. Vous avez demandé à Julia de déplacer le siège de Diana, et vous avez comblé les espaces vides vous-même. Vous n'avez pas écrit la citation finale lue par mademoiselle Tredegar, mais vous, Micelle, l'avez devant elle. Tu connaissais son tempérament, ses peurs. Tu comptais sur elle. La voix de Cora était calme, mais sa mâchoire était serrée. C'est une sacrée histoire, mais ce n'est pas un crime. Non, répondit Miss Marple, pas aux yeux de la loi, mais aux yeux de la conscience, oui. Une cruauté profondément calculée, une forme de meurtre tout de même. Julia parla alors doucement. J'ai trouvé la carte de rechange, celle qui n'était pas utilisée. Tu en avais d'autres de préparées, n'est-ce pas? Cora ne répondit pas. Et la carte de mademoiselle Tredegar, poursuivit Julia, la voix tremblante, était écrite de la main de Julian, mais l'encre était la vôtre. J'ai vérifié. J'ai demandé à M. Merriman quelle encre il utilisait pour les stylos de calligraphie de la boutique. Elle est assortie. Au stylo plume de votre bureau. Cora la regarda avec quelque chose de dangereusement proche de l'admiration. Tu as appris à creuser, dit-elle. Bravo. Cray s'avança, les sourcils froncés. Si tout cela est vrai, alors tu savais qu'elle était fragile, qu'elle pourrait s'effondrer, termina Cora. Oui, c'était plutôt le but. Et pourtant, vous ne prétendez être coupable de rien. Le sourire de Cora était petit et froid. Je ne suis pas la seule à avoir dit une demi-vérité au nom de ma réputation. Le silence qui suivit fut long et pesant. Diana fixait le feu. Julia serrait les mains sur ses genoux. Cray remua mais ne dit rien. Miss Marple se leva, sa voix toujours douce. L'Église ne parle peut-être pas de meurtre, ni la police, mais vous l'avez quand même tué, Madame Cotton, non pas avec du poison mais par la pression. Vous avez infligé la honte sous le sceau de la civilité. Vous avez joué avec des vies comme d'autres arrangent des fleurs. Cora se leva à son tour. Alors, je suppose que je devrais partir. Oui, dit Miss Marple. Je pense que vous devriez. Cora se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. Elle a toujours cru pouvoir contrôler les gens, grâce à sa droiture, a-t-elle déclaré. Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse la battre à son propre jeu. Puis, elle est partie. Après son départ, la pièce resta silencieuse pendant un long moment. Cray s'éclaircit la gorge. Pas d'arrestation, alors? Non, dit Miss Marple. Il n'y a pas de tribunal pour ce genre de crime, mais elle portera l'affaire. Diana soupira. Et le village? Ils guériront, dit Miss Marple. Mais ils n'oublieront jamais vraiment. Certaines vérités laissent des ombres. Julia se leva et s'approcha de Miss Marple, posant doucement une main sur son épaule. Merci, dit-elle. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple était assise seule avec sa broderie et une dernière note dans son livre. La justice ne se résume pas toujours à un procès et une sentence. Parfois, c'est simplement une question de savoir. Elle a fermé le cahier. Dehors, le soleil était revenu. Mais les rosiers du jardin, alourdis par la pluie, étaient plus bas qu'avant. Et ainsi s'est terminé le jeu du menu de mariage plié, avec des vies changées, des illusions percées, et la vérité enfin dévoilée.